Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la loi des séries. Chaque semaine, on se donne rendez-vous pour passer en revue l'actualité des séries avec Nora Gandour et Julia Gabriele qui sont avec moi et qui vivent plus ou moins bien ce moment. Ça va bien? Bon Oui, anniversaire, très bien. Julia. Merci de le Bon anniversaire. rappeler en direct. On est content que tu sois avec nous Les pour ce trentenaires. moment, pour les Grandiose. trentenaires. Et on va aujourd'hui se focaliser sur une série qu'on aime beaucoup, qui est une série très attendue sur Canal+, nouvelle création originale de Canal+, qui relance complètement ces séries policières. On l'avait vu l'année dernière avec Paris Police. Paris Police 1905, la saison 2 était là cette année. Et puis maintenant, c'est BRI qui arrive. C'est à partir de lundi, en diffusion, donc 2 épisodes tous les lundis soirs sur Canal, présenté au Festival Cannes Série cette semaine avec un joli succès. Et pour en parler, on reçoit son créateur, co-créateur et réalisateur Jérémy Guez. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être que vous soyez avec nous. Et puis, l'une des héroïnes de ce casting multiple, Ophélie Beau. Bonsoir. Très heureux. Encore une fois, ça fait du bien, on le disait tout à l'heure en antenne, d'avoir des personnages féminins dans des séries d'action et qui ne soient pas cantonnés derrière un bureau comme on le voit trop souvent. Ça fait du bien. On va parler longtemps de BRI dans cette émission. Mais auparavant, une autre série policière qui va faire son retour dans les prochaines semaines sera sur TF1, très différente là pour le coup, mais c'est l'un des cartons assurés de l'année, hein. TF1 va truster les audiences. Le premier petit teaser vient d'être dévoilé, c'est évidemment la saison 3 de HPI qui arrive sur TF1, ce sera à partir du 11 mai prochain, et voici le teaser. Go, 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 Charlie. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip the party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, out of fully love. When you sound like Alerte rouge, alerte rouge. Madame Fontaine. Ah, Morgane, vous êtes là? Tiens, oui, hein, au boulot. Ouh, ça donne chaud, hein. Vous pensiez la connaître? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Morgane est de retour, bientôt sur TF1. 8 nouveaux épisodes pour cette saison 3 d'une série qui cartonne en général entre 9 et 12 millions de téléspectateurs encore aujourd'hui. C'est un cas d'école à part pour essayer de comprendre comment on peut encore faire de telles audiences à la télévision, mais ça cartonne vraiment, porté par le succès notamment d'Audrey Fleurot, qui joue donc cette ancienne femme de ménage HPI qui se retrouve consultante pour la police à Lille. Et elle est avec Mehdi Nebou, qui est le commissaire principal. Et évidemment, ils vivent une histoire d'amour torride. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a laissés à la fin de la saison 2. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 3? Vous le saurez à partir du 12 mai prochain. HPI, saison 3. Une des grosses attentes de TF1, je pense, en matière de fiction. On y est. On va partir à la découverte de cette nouvelle équipe de Canal+, une série qu'on aime beaucoup, qu'on attendait. Hein, elle était annoncée depuis de nombreux mois, le renouveau de la série policière dans les créations originales, qui en a compté quand même quelques-unes, mais pas tant que ça finalement. Du par an dans le passé, comme Engrenage, par exemple, en 2005, fer de lance de la nouvelle création originale. On pense aussi à Braco et d'autres séries du genre, mais là, cette fois-ci, BRI, une série très différente, portée par un casting comme ça fait du bien d'en voir, c'est-à-dire des gens qu'on ne voit pas tout le temps à la télévision, de nouveaux visages, de nouveaux talents qui émergent grâce à BRI. Voici la bande-annonce. Eric, je te présente Saïd, qui a pris ma place à la BRI. Vous avez parmi les meilleurs éléments de la région parisienne. Peut-être vous respectez d'eux, comme Patrick. C'était un bon Patrick. Il travaillait à l'ancienne. Pas avec Patrick, à chaque fois qu'on... Ah mais s'il vous plaît, arrêtez vos Patrick, arrêtez. Il est à la retraite et moi je suis pas Patrick. Dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. T'as accepté le boulot? Tu te démerdes. Ça fait du bien, hein, je disais, une série qui renouvelle le genre de la série policière, filmée évidemment avec des comédiens, je le disais, très, très différents de ceux qu'on voit d'habitude. L'affiche, elle est vraiment aussi extrêmement bien réussie. Comment est né ce projet? Je le disais, a priori, il pourrait ressembler à d'autres projets, mais en même temps, il apporte ce souffle de nouveauté qui fait du bien. Comment il est né, ce projet, Jérémy Guez? C'était un peu l'idée de départ. Ce que vous venez de dire, c'était d'essayer de respecter les codes du genre, les codes classiques du genre sur une chaîne qui a porté le genre depuis une vingtaine d'années et qui a quasiment été la seule à le faire, alors que
par ailleurs, enfin, en tout cas sur d'autres médias où ça ressemblait de plus en plus à du flux, et quelque chose de mécanique et de pas très élaboré. Et alors qu'en salle, ça devenait de plus en plus anecdotique, alors que c'est un genre quasi, ouais, fondateur du cinéma. Du cinéma français, notamment, ouais. Ouais, clairement. Et donc, c'était l'idée de se dire comment on peut faire plaisir à ces fans de la première heure, dont moi je fais partie très égoïstement. Et comment on raconte quelque chose de nouveau, on fait venir des nouveaux talents, et on essaye un peu de mettre ça à la sauce 2023. Avec une construction qui rappelle un peu celle d'Engrenage, c'est-à-dire que, à la différence d'autres polars où on a le côté, bon, il y a un meurtre au début, et puis la mécanique fait qu'on essaye d'avoir plein de suspects. Là, on a une histoire qui commence par un espèce de petit fait au départ, on ne sait pas jusqu'à quel point il est connecté, et puis petit à petit, on monte crescendo jusqu'à un 8e épisode qui conclut quelque chose, en tout cas. Ça montre vraiment crescendo, hein, ça monte très très fort. C'est un peu ça, cette mécanique, c'est-à-dire que voilà, c'est que le spectateur, quand il embarque dans le premier épisode, il sait jamais ce vers quoi il va aller, finalement, au-delà du whodunit classique. Ouais, c'est exactement ça. Je voulais pas faire du bouclé épisode après épisode, parce qu'il y a un côté trop documentaire et un peu anecdotique. Et j'aimais bien l'idée aussi d'être immergé dès le départ, d'être un peu dépassé par les informations et leur vocabulaire, et d'être au même niveau qu'eux dans l'enquête, et d'essayer de rattraper et de découvrir avec eux. C'est vraiment un principe qui me plaisait. Et moi, j'ai vraiment un gros problème avec les séries où ça part très très fort les 2 premiers épisodes, presque artificiellement fort, et où derrière il y a un gros creux. Parce qu'on a tout donné au départ et que c'était un marathon et qu'on a couru ça comme un 100 mètres. Et là, j'avais la possibilité de faire un crescendo total qui était en même temps très compliqué, de rendre l'épisode suivant plus excitant et plus costaud en termes d'enjeux que son prédécesseur. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire sur les 8. Brigade de recherche et d'intervention, la BRI... ça me rappelle aussi cette série américaine qui est Law & Order, qui comprend dans son titre finalement les 2 aspects du travail qui va être dans un épisode. Là, il y a la recherche et il y a de l'intervention. Ça dit bien ce qu'est la série, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté, on va enquêter, on va faire des filatures, on va prendre du temps parfois pour faire des filatures. Et puis parfois, quand il faut aller au charbon, il faut aller au charbon. Exactement. C'était quoi le critère pour justement pour que les comédiens reflètent cette ambivalence du projet, avant qu'on en vienne à Ophélie, mais c'était quoi le critère? Il fallait qu'ils aient qui répondent cool. Ouais, tous cool. Ouais, ils sont tous cool. Mais c'est rafraîchissant parce que moi je suis pas du tout histoire de flic, et là vous êtes cool quoi. Et du coup on a envie de vivre ça avec vous. Vous êtes stylés, vous êtes de notre génération, vous êtes dans l'école, vous êtes dans notre époque. Et moi normalement je trouve pas ce terrain d'entente avec les flics qu'on me sert à la télé. Et là vraiment vous m'avez plu quoi. Donc c'est très agréable. Ophélie. C'est vrai que pour avoir rencontré des membres de la BRI, moi, c'est quelque chose que je me suis dit en les rencontrant, les fréquentant un petit peu, c'est qu'en fait, ils sont comme nous, quoi. Ah oui. À peu de choses près, mais ils sont très accessibles, très simples, totalement s'identifier à leur caractère, en fait. C'est pas du tout des gens surnaturels ou vraiment avec un truc inaccessible. Et je pense que... On va voir une photo justement de la série, vous allez voir... justement, c'est Ophélie, et je trouve que là aussi les photos qui sont je tiens, voilà, là on a un look quand même, ça claque, ça jette. Alors petit aparté, mais je continue de féliciter régulièrement, parce que il y a plus beaucoup de chaînes qui font ça, les formidables dossiers de presse que font les équipes de Canal+, parce que il faut mettre en avant les séries qu'on vend, et c'est ça qui donne aussi envie. Il y a toujours des sublimes photos dans les dossiers de presse, et là celui de BRI en est un exemple. Et alors voilà, c'est anecdotique pour les spectateurs, mais ça veut dire beaucoup aussi sur la façon dont on pense et on véhicule et on considère sa série. Souvent quand je reçois des comédiennes et des comédiens dans ce studio, je les chambre un peu en leur disant que quand ils ont quand ils passent des castings, non mais quand ils ont un casting, la probabilité de tomber sur des séries policières en France, elle est quand même assez forte dans les rôles qu'on passe. Qu'est-ce qui a fait justement, Ophélie, que cette série-là, elle a retenu votre attention quand vous avez reçu le scénario? Alors, moi, c'était la première fois que je recevais un casting pour une série. D'accord. C'est ma première série, en fait. Et là, le côté série policière, ça m'a plu tout de suite, mais c'est surtout le personnage de Vanessa. En fait, à l'image... Ah, pardon, je suis trop loin. Je m'installe, voilà, comme ça, c'est bien, allez-y. Ce qui m'a plu, en fait, c'est déjà son
son portrait, une sportive dans un univers qu'on dit masculin. Et en fait, à l'image de tous les autres personnages, je trouve, c'est un personnage qui ne se pose pas la question sur sa légitimité d'être une femme dans la brigade. Et je trouve que ça, c'est la force de l'écriture de Jérémy et de scénariste. Ouais. C'est jamais une question qu'elle soit une femme, en fait. En fait, c'est jamais une question, mais pour d'autres personnages, tous les autres personnages qui ont leur identité aussi comme ça, c'est jamais une question de, par exemple, pour Saïd, qui est un Français d'origine maghrébine qui accède à un poste de chef de brigade, c'est jamais une question de « Ah bon, mais est-ce que c'est crédible ?» Alors que peut-être que le spectateur va se poser la question, malheureusement, mais par contre, dans nos personnages, ça n'est jamais c'est jamais un dilemme, c'est jamais un truc à défendre. Vanessa, c'est pas un truc qu'elle a à défendre d'être une femme dans la BRI, en fait. Elle est totalement légitime, elle se sent intégrée, ça fait partie de sa vie. Et je trouve que c'est la force de cette série. Ce qui est très fort en plus symboliquement, c'est que Saïd prend les commandes de la BRI au début de la série, avec un passage de témoin avec Patrick, et le fer de lance de cette rencontre, c'est le Bataclan. Et je trouve que symboliquement et quasiment politiquement, de faire cette passerelle-là, justement, avec, comme vous le disiez, un jeune homme issu de l'immigration, mais qui renvoie à cette image-là. Moi, je trouve que c'est un moment très très fort, quoi, et en même temps, vous n'insistez pas dessus, quoi. Non, j'insistais pas dessus. Après, c'était à la fois, on en a beaucoup parlé avec Canal de cette scène liminaire. C'est un marqueur temporel très fort. Et en même temps, ça ancre. On peut expliquer brigade de recherche et d'intervention, 107 ans et tout ça. Voir des mecs s'équiper en lourd pour rentrer au Bataclan, je pense que tout le monde Bien sûr. a encore le souvenir. Et donc, ça aussi, ça crée. Une proximité. Une proximité, une distance en même temps, parce que la proximité va se faire parce que humainement ils sont proches de nous, ils se charrient, ils sont jeunes et tout. Après, il faut notre vie. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un truc ouais. d'un moment quand ils arrêtent de rigoler, ils ont signé pour ça et ils ont, signer et le vouloir, c'est pas suffisant. Faut passer des tests physiques et psychologiques. Ça veut dire que leur cœur forcément, il va moins vite dans leur poitrine au moment de constituer une colonne pour laquelle ils sont portés volontaires. Donc ça permettait de créer une proximité et en même temps une distance, de dire c'est ces gens-là, c'est pas nous, et c'est eux qu'on va suivre pendant 8 épisodes. Nora, toi qui par contre est une amatrice de polar classique, on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu as retrouvé dans cette série? Qu'est-ce qui t'a plu d'ailleurs, ou peut-être moins plu, j'en sais rien, par rapport à Julia qui nous disait tout à l'heure tout le bien qu'elle en pensait. Cool, mais parce qu'elle a dit ils sont de son âge. Pas du tout ça. Je suis désolée, on est cool, Nora. Non, moi j'ai vraiment aimé les personnages. Moi, je suis très attachée aux personnages, toujours. Et puis, de toute façon, dans ce genre de série, certes, il y a l'intrigue qui te tient les 8 épisodes. Je veux pas spoiler, donc j'ose pas. Mais... Enfin, tu veux savoir qui a fait quoi. Voilà. Mais si t'es pas attaché aux personnages, en fait, quelque part, parce que eux, les personnages arrivent à dénouer cette enquête avec chacun leur bagage, qui n'est pas une lutte identitaire, tout à fait, ce qui est très beau. Ça, j'aime beaucoup. Mais avec ce qu'ils ont été avant, ce qu'ils sont, et ça rajoute en fait à l'enquête. Et j'avoue, moi j'ai un gros faible pour le personnage de Badri, et je trouve il est très représentatif d'une époque, et je pense que c'est vraiment un personnage vraiment clé qui te fait te poser 1 milliard de questions sur à peu près tout ce qui t'entoure. Comme quoi? Non mais je veux pas spoiler. Sur ton identité, sur est-ce que tu es prédestiné à quelque chose, sur le regard des autres, sur l'acceptation. Alors, je ne dirais pas qui, mais lui dit souvent t'es de quel côté. Non mais on peut le dire. Quand t'es de quel côté, ça va, mais je veux pas dire qui lui dit. Non, parce que franchement, tu perds quelque chose si tu dis qui lui dit. D'accord. C'est quand même le centre des premiers épisodes qui vont passer lundi. Ouais, mais on n'est pas lundi. Non mais vas-y. Non mais il faut. Non mais tu vois, quand sa mère, qu'elle lui dit t'es de quel côté, déjà ça en dit très très long sur le dilemme dans lequel il se retrouve. Se retrouve à chaque instant, et un peu, alors pardon, je vais un peu extrapoler, mais la société, dans quel dilemme elle te pose régulièrement. Et lui, vraiment, pour moi, il représente le 21e siècle, malheureusement, parce qu'il est aberré. Mais vraiment, c'est 2 générations qui se rencontrent, Non. Je pense pas que ce soit une question de génération. Je pense vraiment que c'est une question de bagage, d'histoire de vie, qui ne sont pas les mêmes de génération à une autre, certes, mais même de ce que tu as vécu. Et là, lui, il se retrouve confronté à plein de choses, dans ses valeurs, dans ses croyances, dans son entourage.
Et je trouve que ça, c'est un personnage que tu peux faire en cas d'école, par exemple. BRI, série politique, du coup, pour rebondir sur ce que dit Nora. Je me rends pas compte de ça. Moi, j'ai aucune volonté de faire du didactisme. C'est toujours un truc qui me gonfle un peu en fiction. Et j'en ai C'est pour ça que jamais c'est bien fait, peut-être. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que moi aussi, je suis plus ancré dans la vraie vie et que je fais des personnages. Vrai. C'est des gens avec qui j'ai grandi ou des choses qui me ressemblent. Donc, je cherche pas. C'est pour ça, à chaque fois, quand on me dit c'est moderne, j'aurais fait je pense, peu ou prou la même série il y a 5 ans ou 10 ans quand raconter ces trucs-là, c'était peut-être moins à la mode. Et ça me fait rire de voir des gens qui ont fait 20 ans de fiction académique qui se mettent à se passionner pour des sujets, pour des gens qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. Après, grand bien leur face. Moi, ça a jamais été le cas, ni en roman, ni en... Parce que je parle de ce qui m'intéresse et de ce que j'ai côtoyé en exagérant le trait grâce à la fiction, mais donc je me rends pas compte de tout ça en réalité. Vous l'avez dit, effectivement, vous venez du roman, vous en avez signé plusieurs. On recevait la semaine dernière justement un autre auteur de télévision, mais qui lui fait le chemin inverse, c'est-à-dire auteur de télé qui publie son premier roman policier, Franck Olivier qui était notre invité. Et justement, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience du roman pour écrire une série à l'inverse? Ah bah franchement, c'est tout le romanesque. Moi, c'est un truc que j'avais perdu en faisant la transition au cinéma. Mais le fait d'avoir 15 personnages, parce qu'il y a beaucoup de persos dans BRI, au-delà du groupe, du côté des antagonistes, et qui ont des importances très inégales, mais que j'ai essayé de traiter avec le même niveau d'amour et de personnalisation, pour que vraiment on puisse en aimer 2 ou 3 de chaque côté et en détester à peu près le même nombre. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a plus du tout au ciné, parce qu'avant, il y avait des films univers un peu matriciels et fleuves, c'est-à-dire de plus de 2h30. Aujourd'hui, c'est vraiment la prérogative des franchises, que ce soit en France ou aux États-Unis, hors Marvel, Cameron, hors très gros budget, et en France, hors Mousquetaires et tout ça. On vous laissera jamais développer 10 personnages et on vous laissera jamais 2h30 ou 3h de temps de film. C'est la vérité, c'est une réalité industrielle. Et donc, c'est la télé aujourd'hui qui, pour certains auteurs, réalisateurs, le permet aussi. Et cette efficacité du roman, elle est très différente de celle qu'on mentionnait justement avec Franck Olivier, qui lui, effectivement, utilise son expérience de la télévision, de l'art du cliffhanger pour transformer son roman en espèce de page-turner permanent. Vous, c'est encore une autre démarche qui est mise dans la série. Qu'est-ce que vous apportez justement à la série, vous diriez, avec de votre patte d'auteur de roman? Je pense pas trop le truc série, cinéma. C'est intéressant. Je pense que c'est juste le cadre qui a évolué. J'en aurais peut-être fait un film, je sais pas si j'avais fait du cinéma dans les années 60, je peux pas dire. C'est juste un espace de liberté, de création et de durée qui est agrandi. Je vois ça comme ça. Les techniques, le cliff et tout, je suis pas un auteur très technique et ça m'intéresse pas vraiment. Donc c'est pas ce que je vais aller chercher. Il y a du cliff, mais c'est pas non plus ça qu'on retient le plus dans BRI. Il y a du sens du cliff à la fin des épisodes. Il y a du cliff là où on veut le mais quand voir. Même, ça reste assez. C'est pas pour faire du cliff, c'est juste parce que non, généralement, en plus, le cliff, il est plutôt à 40 minutes. 10 minutes avant la fin de l'épisode, généralement, il est le cliff. Et après, il te lance. Mais vous êtes des spécialistes du cliff. T'as le gros truc. Faut placer ça. Nous, on n'aime pas ça. Ah voilà. Non, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien ça. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas cette. Oui, non, mais j'ai pas cette recherche-là. Je suis dans une autre démarche que. Mais ça donne un rythme. Que d'essayer de. Je suis dans un truc plus de sincérité par rapport au spectateur. J'essaye pas de le rendre accro. Je pense qu'il y a plein de séries où on regarde tout, et il reste rien. On est juste. J'aime beaucoup cette phrase. On est juste niqué une journée de notre vie à regarder un truc qui nous a rien apporté. Et c'est comme filer du sucre à un gamin. Que du bonheur. Je sais pas si c'est bon pour son cerveau et son développement. Il va juste être addict. Mais pour des comédiens, justement, Ophélie, quand on arrive sur une série comme ça, c'est un peu comme quand on arrive sur une série médicale. Il y a des gestuels à avoir, des bonnes façons de tenir. On vous voit dans les premiers épisodes quand vous rentrez. Course-poursuite qui se finit dans une cave, dans un garage souterrain et tout. On se dit, quand elle arrive, elle a bossé. Elle a le flingue à la main, elle a bossé pour positionner. Très crédible. Mais ça paraît quand même. Ça paraît très à la naturel. fois anecdotique parce qu'on se dit, bon, on voit ça dans toutes les séries, c'est assez facile. Et en fait, est-ce que ça l'est tant que ça au début? En fait, là, vraiment, sur cette série, il y avait une volonté de la part de Jérémy et puis nous aussi, en fait, en ayant vu son exigence, on s'est dit, on veut la même. Une volonté d'être très technique, d'être très crédible. Et du coup, on a été très bien formés aussi par des forces spéciales. Entre autres, il y avait aussi les
de la BRI qui étaient là sur le plateau. Il y avait Jérémy, il y avait... Qu'est-ce qu'ils vous ont on a fait appris un stage de maniement d'armes, technique d'intervention, mise en situation, tir. Enfin, vraiment, on a été vraiment encadrés pour être le plus crédible possible. Pardon, c'est moi qui t'ai interrompu. Il y a des anecdotes qui t'ont fasciné, des choses très précises dont tu te souviens aujourd'hui, qu'on t'a... Ne serait-ce que de poser le flingue correctement sur la main. Enfin, ça paraît très technique, mais je l'ai entendu dans des interviews d'acteurs américains qui disaient qu'en fait, on a tendance à vouloir recopier ce qu'on voit dans les films, dans les séries. Mais C'était le risque. Et enfin, pour moi, le risque, techniquement, c'était ça, c'était d'imiter. Et même en tant que dans le jeu, en flic, en fait, devoir faire une flic, j'avais vraiment peur d'imiter et pas d'incarner. C'est-à-dire vraiment du truc de, ok, j'ai des références de séries policières ou de films policiers, et le risque, c'est que je fasse la même chose avec la même voix, avec le même timing, avec le même... Et ça, pour moi, c'était tout ce que je voulais pas faire, et pour les garçons aussi, et puis Jérémy non plus. Donc, c'était vraiment ce truc de, ok, il faut pas imiter, là, va falloir incarner, et du coup, pour incarner, va falloir apprendre. Et là, on était vraiment au bon endroit et bien encadré pour techniquement apprendre. Et si techniquement, on retient et on apprend, alors on fera différemment de ce qu'on a déjà vu. Mais c'est ça, en fait, qui fait la cohérence et l'harmonie de la série que tu ressens vachement quand tu la regardes. Parce que, du coup, j'en découvre aujourd'hui. Mais effectivement, donc les persos, ça, c'est assez réaliste, parce que c'est inspiré de gens réels. Et les techniques, et ça se ressent, je trouve, dans la série. C'est dans le réalisme, mais pas le réalisme que toi, t'aimes pas. C'est où tu sens que oui, c'est la vraie vie, c'est des vrais... Et ça se ressent vachement. Et du coup, de comment vous l'avez travaillé, ça se ressent à l'écran vachement. Mais est-ce que finalement, cette équipe-là, ils ont pas... Je suis en train d'y penser en repensant aux techniques et aux différentes images qu'on a. Est-ce que finalement, vous n'avez pas deux métiers à apprendre et donc deux gestuelles à apprendre? C'est-à-dire la gestuelle qui est plus proche de celle du flic, c'est l'intervention typiquement dans la cave, et la gestuelle qui est plutôt proche plus de la, entre guillemets, de la BRI, vraiment de l'intervention, et où là on a quasiment quelque chose de plus militaire. Dans les scènes d'action, finalement, c'est deux visages différents. Quasiment. C'est deux visages différents, mais qui se complètent quand même. Et c'est ce qui faisait le fait que la série elle s'appelle comme ça. Faut traduire à l'écran cette versatilité et le fait qu'ils fassent les deux. C'est ça, ouais. Non, j'allais rebondir sur la préparation aussi. C'est que c'est super crédible et vraiment tous. C'est aussi le travail que tu as fait en amont depuis un moment d'immersion et de documentation. Mais c'était ça nous a vachement mis en confiance de savoir qu'on est avec un réalisateur qui connaît son sujet, qui va réaliser et qui connaît mais sur le bout des doigts son sujet, et ça c'est vrai qu'il y a un truc qui est compliqué, c'est que j'aurais eu du mal à ramener quelqu'un pour les armes ou les entraînements physiques sans rien y connaître, en lui disant fais ton truc, et moi je vais réussir à me l'approprier. Si je comprends pas un minimum comment ça fonctionne, et c'est pareil pour les comédiens, je trouve que c'est très dur même de développer une dialectique commune pour comment on va se placer sur le plateau et tout ça. Et c'est vrai qu'au-delà de... Les gens ils vont retenir l'entraînement physique, le maniement des armes, mais rentrer dans un module, faire du CQB, comment on ouvre les angles, où on met les pieds et tout, c'est tout un truc en fait. Il y a des gens dont c'est le boulot de réfléchir année après année à c'est quoi la manière la plus efficace de passer une porte, côté fort, côté faible, quelle jambe on met en premier, où on met les hanches par rapport au mur. Et il y a des gens dont c'est le boulot 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Attention à comment la porte s'ouvre, attention à tirant, les gens peuvent se cacher. Bien sûr. Et de faire du rétex par rapport aux opérations qui sont bien passées, mal passées dans le monde. Donc c'est sûr que quand nous on arrive, on se dit on tourne la scène vite, on rentre et on arrête le gars. Il y a un monde entre ça et la vision d'un professionnel. Après, c'est comment... C'est un peu ce que tu disais, c'est comment on va rendre... En fait, le but vraiment pour moi d'une série ou même d'un film, c'est de créer un monde de toutes pièces et à l'intérieur duquel il y a une sorte de réalité immaculée. Donc je m'en fous du naturalisme, c'est un peu l'obsession des Français de pas mettre de lumière et d'avoir des costumes dégueulasses et pour se dire c'est vrai, et franchement ça pour moi c'est vraiment un principe punitif, autant faire du docu et à la rigueur on sera pertinent en faisant du documentaire et en même temps de surstyliser, sans gérer un peu la cohérence et tout ça, ça pose exactement le problème inverse. Donc ce qui est compliqué, ce qui demande peut-être le double ou le triple du temps de prépa, c'est d'essayer de tout rendre cohérent de A à Z pour que déjà le spectateur ait envie de faire partie de cet univers, d'être d'un côté ou de l'autre, et qu'après il se pose plus de questions sur
On le prend en main, quoi. Pendant Ils le les comprennent épisodes. Ce qui est directement, plausible, pas plausible, une fois que la patine, elle passe, Oui. il y a la couche de vernis, normalement, on est dedans, quoi. Eh ben, vous allez voir, on est dedans, y compris dans la séquence, parce que évidemment, on pouvait pas spoiler, donc on vous a présenté le teaser, mais moi, je voulais vous montrer une autre belle réussite. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, Ouais. c'est les génériques, c'est le soin apporté au générique Voilà. des séries. Et voici le générique de BRI pour le découvrir. Vraie va histoire parler sur le de la générique, barre. en plus. Vraiment très réussi ce générique, on le Merci disait, on beaucoup. pouvait pas, on était tellement Ouais. là. Presque, on parlait de l'aspect documentaire, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire qu'on est venu avec une petite caméra, on a. Il y a une histoire autour du générique. après. Ouais, surveiller bah, cette équipe. le générique, je l'ai tourné quasi en dehors du tournage avec Léo, mon chef opérateur, avec une caméra 16 mm que moi j'ai, qui a un petit zoom, qui est pas les caméras Aton, mais qui est son équivalent soviétique, donc qui est beaucoup plus pratique et moins fragile. Et l'idée, c'était de shooter, je savais pas encore ce que j'allais en faire, les premiers entraînements qu'on a fait, il y a des images, on a fait de la boxe avec Ophélie, qui est très bonne boxeuse par ailleurs, et de l'entraînement, les premiers stages de maniement aux armes, parce que je pensais que pour moi, c'était la formation du groupe un peu off-screen, quand les acteurs, ils se connaissaient pas tous, allaient apprendre à se connaître, et allaient s'approprier les armes, le matériel et tout ça. Et donc, je me disais de mettre ça en générique, ça raconterait un peu un truc qu'on voit jamais dans la série, qui est la genèse un peu et la formation de ce groupe. Et donc, on a intégré ces images-là. Souvent, on prenait le pick-up ensemble avec mon chef opérateur, donc on faisait des détours, on shootait avant d'arriver sur le plateau, ou par la fenêtre du taxi, ou en descendant quand on passait devant un monument de Paris. Et on a utilisé, dans chaque générique est différent, épisode par épisode, il y a aussi des rushs non utilisés de l'épisode à venir. Des angles de vue que je trouvais chouettes et qui s'intégraient pas de manière organique au montage, mais qui pour moi racontaient un truc des persos et des situations. Et on a fait un mélange de tout ça, donc du très digital un peu remasterisé, vraiment de la péloche quasi peu traitée, quoi, vraiment du 16 très brut qu'on chargeait, que Léo chargeait en faisant une chambre noire dans le taxi, donc c'était un peu artisanal. Et après, j'ai fait composer la musique assez tôt. Moi, je travaille avec le même compositeur depuis toujours, Séverin Favrio. Et la BO est incroyable dans la série, il faut le dire. Elle est vraiment dingue. Ouais. Et il a fait un nombre de cues de musique incroyables. Et on avait l'idée d'une guitare très, très Jimmy Page, très fin 90, début 2000, et d'essayer de gratter un thème qui reviendrait, qui soit suffisamment entraînant. Et il a quand même posé les bases de ce truc-là assez tôt, donc moi, ça m'a permis aussi de le monter assez rapidement. Vous avez, j'imagine qu'il y a des influences qui vous ont nourri pour créer ça. Oui. Bizarrement, j'avais pas tiqué au moment qu'on s'était rencontrés à la conférence de presse, mais je pense à la Strike Team de The Shield, qui est une série, mais qui est incroyable. Alors, ils sont beaucoup moins corrompus et pourris que la série beaucoup moins de beaux Sean Ryan, mais enfin... mais quand même, qu'est-ce qui vous a nourri pour créer tout cet univers-là? Je le dis à chaque fois, mais c'est beaucoup Miami Vice, la série. Encore une fois, pas pour les bagnoles et la patine 80 qu'on juge un peu avec le recul du temps, mais juste parce que je voyais pour la première fois un casting super divers sans qu'on en fasse politiquement cas. Des gens parlent espagnol, des Haïtiens, c'était assez précis sur le... Il y a des épisodes sur les Dominicains et les Haïtiens, c'était pas les mêmes, c'était vraiment distinct, avec des spécificités culturelles. Pareil pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et je me disais, voilà une ville traitée en ville-monde, où toutes les communautés sont respectées et représentées comme dans la vraie vie, et pas comme un cas particulier ou une couleur de peau où tout le monde est pareil, où on dit le caribéen, le sud-américain. Non, c'était beaucoup plus précis que ça. Et bizarrement, c'était novateur en même temps. Après, il n'y a pas eu beaucoup plus novateur. Ça a plutôt régressé derrière. Et on est revenu au schéma un peu traditionnaliste du flic et
et du voyou. Et c'est vrai que ça changeait des fictions très côte-est avec le flic blanc d'origine irlandaise qui allait chasser dans les projects. Et pour moi, c'était vraiment un truc nouveau. Et The Shield, pour ce qui se permettait en termes de narration, c'était assez incroyable. C'était assez dingue. Le premier épisode. est un exemple. Et de se dire, le coup de force du pilote, c'est de se dire, putain, mais je veux. Enfin, c'est de regarder pour se dire, mais je peux pas voir ce mec, c'est une ordure. Comment je vais faire Comment je vais faire pour l'aimer? Et en fait, on y arrive très bien. Ouais, c'est ça qui est terrifiant, mais c'est pareil avec Dexter ou c'est pareil avec d'autres personnages comme ça. C'est ça le tour de force. C'est la force de la narration. On se dirige un peu vers la fin de cette émission, mais je voudrais quand même avoir votre sentiment parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, notamment il y a quelques années après George Floyd de la télévision américaine. Ouais. Et là, évidemment, avec tout ce que notre société traverse de très éruptif, est-ce que c'est facile, justement, à la fois pour un réalisateur et pour des comédiens, d'incarner comme ça, non seulement des policiers, avec tout ce que ça comporte d'images en ce moment, et en plus une brigade d'intervention qui monte au créneau, qui est amenée à faire à se retrousser les manches, et à aller au front, quoi. Est-ce que c'est facile de créer, de se dire il faut que je rende ces personnages-là hyper sympathiques, quoi? Moi, je me suis jamais trop posé la question politique, parce que je suis vraiment dans la pure tradition du genre. Après, ça aurait sans doute été différent. J'aurais eu plus de mal à faire cette série aux États-Unis parce qu'il y a une problématique raciale qui est évidemment différente, quoi qu'on en dise. Et même si c'est loin d'être parfait chez nous, on n'a pas le même passé historique, faut pas déconner quand même. Et on n'a pas non plus le même rapport à la violence. Moi, ça me rassurait quand je connaissais pas de policiers avant de faire cette série. J'avais vraiment juste envie de faire une série de genre et j'ai été amené à en rencontrer pour de la documentation. Et le premier truc, je leur disais, mais c'est quoi une opération réussie en BRI? Et ils me disaient, c'est quand il n'y a pas de coup de feu tiré, quand il n'y a pas de blessés. Voilà. Je pense un policier américain m'aurait dit l'inverse. Il suffit de regarder les bodycams pour voir que ça dégénère très très rapidement. Et c'est une société surarmée, et c'est une société dans laquelle la vie n'a pas grande importance. Et je pense qu'en France, c'est pas le cas. Et je trouve ça bien qu'on s'indigne quand ça dérape et que ça nous pose un problème éthique et qu'on pense que ce soit intolérable, même quand il y en a un. Je trouve que c'est assez sain, en tout cas, comme mentalité. Donc, à partir du moment où j'étais dans ce cadre-là, je pouvais rester dans ma logique de respect du genre parce que j'avais plus de problématiques éthiques. Et évidemment que c'est parfait nulle part. On aurait pu me dire aussi, il y a des réalisateurs ou des gens de cinéma qui sont dans des histoires d'agression et tout ça, et ça m'emmerderait, moi, de me sentir visé par ça. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a à peu près la même proportion dans tous les métiers. Parce que je pense à cette comédienne américaine qui est formidable, qui s'appelle Mariska Hargitay, qui est l'héroïne de New York Unité Spéciale, qui est une figure un peu iconique de la télé, et qui s'était pris dans des articles la remarque de dire mais comment vous pouvez rendre sympathique des policiers avec tout ce que c'est-à-dire qu'on englobait tout, quoi. Après, pour reprendre votre exemple, vous avez pris l'exemple de George Floyd, mais les policiers qui sont intervenus dans l'affaire George Floyd, c'est pas les mêmes que les policiers qu'on incarne. Bien sûr. Là, ils n'ont pas affaire du tout aux mêmes individus, donc là du coup c'est totalement incomparable. Et puis, ouais, bien sûr. Non, mais en même temps, avec tous les sentiments qu'on a en ce moment, dans tout ce qu'on entend, aux informations qu'on brasse avec les flics de la Bravem, mais je pense que... C'est pour ça qu'il faut éteindre la télé aussi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, c'est pas du tout les mêmes... Et si on l'éteint, on voit pas votre série, c'est dommage. Non, mais c'est... Dans un mois. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes unités. Si on faisait une série sur l'hôpital, faire une série sur des chirurgiens cardiaques, c'est pas la même chose qu'en faire sur des urgentistes ou des gynécos. Mais vous savez que parfois, l'image des gens, elle se brouille. C'est pour ça que moi, je trouve ça... on fait confiance à l'intelligence. Mais c'est pour ça que je veux moi, ce que je trouvais marrant, justement, sur la BRI, c'était que, historiquement, c'est l'anti-gang. Donc, ils n'avaient pas de discours du tout décliniste sur c'était mieux avant ou c'était moins violent. Eux, ils ont conscience qu'ils ont à peu près le même niveau de gens à chasser et ils ont plutôt, généralement, du respect et de l'admiration pour eux parce qu'ils sont smart et qu'ils sont dans un truc de chat et la souris. Donc, toutes ces problématiques-là, elles étaient complètement... évacué et par les chasseurs et par les chassés. Et il y avait un côté jeu et ludique que je trouvais un peu éternel et qui a fait le genre et qui continuera de le faire, j'espère. Mais en réalité, c'est votre casting qui désamorce ça dès le départ, en fait. Ouais. Et le début au Bataclan. Je pense que directement, les flics sont mis... mais ce que je veux dire, c'est que même les flics au Bataclan, au début... Quand on repense à l'attitude qu'on a beaucoup de gens avaient vis-à-vis des flics au moment du Bataclan et quand on voit ce qu'on entend aujourd'hui, on se dit que finalement, ça a pu passer pour certains. Et là, je trouve que ce qui est génial, c'est que votre casting, finalement, désamorce tout ça. C'est un casting d'une richesse moi, je parle pas de sociale folle. Moi, je parle vraiment pas de la police. Ceux qui ont envie de l'aimer, de la défendre coûte que coûte, comme ceux qui ont envie de la détester quoi qu'ils fassent, ça les regarde, c'est leur problème, c'est leur conviction. Moi, je suis pas là pour leur expliquer s'ils ont tort ou s'ils ont raison.
Et là, c'est vraiment une série où on suit un groupe de BRI. Et l'affiliation, c'est plus Miami Vice qu'un truc réaliste ou un truc politique. Donc, et on voit du politique à travers les personnages, leur trajectoire et leur identité. Mais comme pour moi, Miami Vice, c'était révolutionnaire parce que je voyais des gens dans un environnement qui pouvait ressembler au mien en région parisienne, en me disant « Ah, il n'y a pas que des blancs. C'est la première fois qu'on voit une ville où il n'y a pas que des blancs. Et que des hommes qui dirigent tout. Il y avait beaucoup de femmes. Polyglotte qui faisait plein de trucs, pour moi c'était vraiment hyper novateur en fait, alors que vraiment je suis vraiment pas contemporain de cette série. L'école pelle à tarte et les chemises ouvertes, ça me parlait vraiment pas, j'en voyais pas. Et les crocodiles dans la mais ça peut s'arranger et le crocodile dans le bateau, non, j'ai jamais avec Don Johnson, cette grande non mais série, je suis d'accord et je suis d'accord qu'il y a eu un petit retour en arrière. Dans les séries, on en voit de moins en moins et c'est jamais réaliste de ce côté-là. Ouais, ou alors on va appuyer vraiment sur ce truc-là parce qu'on s'est obligé de le traiter. Oui, c'est pas réaliste. Oui. C'est souvent des gens qui connaissent rien à ces sujets qui vont essayer de le traiter. Exactement, qui va te dire, et ça va être un peu grotesque. Bah oui, forcément. Et raciste quelque part. Bah oui, forcément aussi. En tout cas, si vous aimez BRI, je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est parce qu'on a affaire à une série, alors on l'aime ou pas, mais qui a une vision, avec un auteur qui a une vision. Non mais voilà, mais très qualitatif. Et nous on l'aime et on la défend. Et puis un casting vraiment ultra réussi. Voilà, ils voient tous derrière. C'est d'abord des nouveaux visages, de la diversité. Emmanuelle Devos qu'on n'a pas cité en chef d'équipe qui est absolument incroyable et qui manie elle aussi le gun d'une manière redoutable. Vous le verrez dans les prochains épisodes. Et puis voilà, c'est une série qui fait du bien. Et qui arrive sur Canal à partir de lundi. Oui. Et puis je suppose que c'est une série qui va bien s'exporter. Et c'est une série qui devrait pas mal s'exporter. Qu'elle va bien s'exporter. On espère, on verra. C'est vrai que notamment les anglo-saxons aiment bien ce. Engrenage avait eu un Emmy Award. Hein mais c'est beaucoup plus réussi que SWAT ou des choses comme ça qui sont un peu plus bourrins et voilà aux États-Unis. Ouais. On va terminer par 2 photos que je voudrais qu'on mentionne. La première, c'est pour regarder un petit peu d'où vient notre ami Jérémy Guest, parce qu'on a parlé de ses romans, on a parlé de cinéma. Photo de toi quand t'étais petit. Non, pas du tout. Impossible. Impossible. On parlait de comment... Personne n'aurait fourni ça. Impossible. On parlait de comment justement on fait le grand écart. Pas du tout. Comment on fait le grand écart dans des registres très différents, vous allez voir. C'est une série pour laquelle il a été scénariste. On va regarder. Voilà. Ah oui, ouais. Ah oui, magnifique. Une affaire française. Ouais. On est vraiment sur un autre registre très différent. Adapté à un fait divers à la télévision, qu'on a l'impression d'avoir, là pour le coup, ultra connu par les documentaires, par les infos. Pour un auteur, c'est un challenge monumental. Après, c'était plus une aventure collective. Je faisais plus partie d'une room et donc c'était vraiment différent, comme j'ai pu écrire pour des réalisateurs pour le cinéma où c'était moins mon univers et je me mettais au service de leur vision. Donc c'est un travail qui me plaît, ça rend très humble. On voit d'autres personnes travailler, on se met au service, c'est assez chouette. Puis alors je me disais en voyant le casting qui est formidable, le casting, mais alors on est sur l'anti-BRI, c'est-à-dire que là c'est vraiment les visages qu'on voit beaucoup à la télé. Et voilà, et c'est le principe un peu de l'anthologie à l'américaine où il faut des grosses têtes d'affiche. Et puis cette tradition aussi, Yves Boissel avait fait avec la reconstitution de faits divers comme l'affaire Seznec dans les années 90. C'est vrai, ça. Voilà, avec cette vraie tradition. Et puis dernière photo que je voulais qu'on montre, c'est une couverture de roman qu'on va voir tout de suite parce que c'est... Alors non, ça c'est une autre photo de BRI. Une autre photo de BRI, mais je vais la voir, effectivement, j'avais zappé qu'elle était là. La photo de l'équipe de BRI que vraiment voir parce que là aussi, on parlait tout à l'heure de ce soin apporté et voilà la photo du roman que je voulais qu'on mentionne, évidemment. Robert Merle, Fortune de France pour Ophélie Beau, on a eu de la chance que vous soyez là avec nous aujourd'hui parce que le tournage est intense. Ça a commencé il y a 1 mois. Qu'est-ce que juste, évidemment, c'est pas le but d'en parler là, mais c'est quoi? C'est une grande fresque historique? Oui, c'est l'arrivée du protestantisme en France au XVIe siècle. Rien que ça. Grosso modo. Grosso modo. On va finir là-dessus. Et vous jouez qui, du coup? Une servante. Ah, on est vraiment... C'est le grand écart par rapport à BRI. Intéressant parce que finalement, je le faisais de manière un peu maligne tout à l'heure, mais finalement, je me souviens, 2005, une comédienne révélée par Kaamelott arrive en avocate dans Engrenage. Et puis, au même temps, 2 ans plus tard, elle est surtout dans une fresque historique sur France Télévisions, dans le village français. Audrey Fleurot, ça lui a pas trop mal réussi, puisque maintenant, la star de HPI...
On vous le souhaite le même trajet. Oui, c'est grosse pression là, d'un seul coup je me rends Ouais. compte en disant ça. Pas du tout, ça va aller. Non, Il n'y a pas de vraiment, pression. non, Il n'y a pas de pression, Il n'y a Ophélie. rien à comparer. Il y a tous les- On croise les doigts, évidemment. C'est une saga donc, de Robert Merle qui est sortie entre 1977, je crois, et 2013. Et je ne sais pas combien de volumes. Donc, c'est potentiellement, si chaque saison est un volume, on va avoir une grande saga historique en France. Pourquoi pas? C'est intéressant de voir France Télévisions renouer aussi avec ce genre. En attendant, lundi soir, 21h sur Canal, c'est BRI qui arrive. Donc, 8 épisodes pour la première saison. Vous travaillez déjà sur la deuxième? On écrit, ouais. Ouais. Avec, comme dans le principe de l'engrenage, une histoire différente à chaque saison ou... Ouais, la prolongation d'une des histoires de la première saison. Ah, donc c'est J'aime voilà. bien. Donc surveillez, Ouais. surveillez parce que c'est ce qu'il disait, il aime pas trop quand c'est des formules, donc il aime bien le côté feuilletonnant qui Ouais. est malheureusement pas assez présent à la télévision. En tout cas, voilà, on avait envie de mettre en avant cette série qu'on a trouvée vraiment formidable. Donc on croise les doigts pour vous à partir Merci beaucoup, de c'est lundi. gentil. Merci. Je remercie encore une fois les équipes, tout le casting déjà, de la série, toutes les équipes qui ont travaillé dessus parce que c'est quand même une sacrée team. Les équipes de Canal qui sont de la communication qui sont en régie, qui nous ont permis de faire cette émission. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour BRI 2, c'est ça? J'aimerais bien. Vous aimeriez la récurrence vraiment assez rapide Je pense pour les spectateurs, c'est incomparable comme expérience de ne pas attendre des délais trop longs. On est bien d'accord. Entre les saisons. Et un petit roman entre les... Non, je pense pas. Juste pour savoir. Sur Rome, mais quand même, faut pas. Non, faut pas du tout, pas du tout. déconner quand même. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci à Robinson qui était à la réalisation et à très vite. Merci à tous. Merci.